Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans l'Espace Vérité. Ce matin, nous avons comme invité sur notre plateau Monsieur Baba Dakono. Il est chercheur, il va se présenter à notre public. Monsieur Dakono, bienvenue chez nous. Merci. Bien. Avec Monsieur Dakono, nous allons parler encore une fois de la situation au Mali, une situation que nous traversons depuis un certain temps. Avec lui, on va essayer de décortiquer un peu et il va essayer de donner son avis par rapport à la situation au Mali. Alors, vous êtes chercheur. Oui, je suis chercheur. Actuellement, je suis secrétaire exécutif de l'Observatoire citoyen sur la gouvernance et la sécurité. L'Observatoire est un mécanisme qu'on a mis en place qui opère au Mali, au Burkina et au Niger, qui est comme je le disais, un mécanisme de coordination et de production des connaissances au niveau national. Donc, il travaille sur les questions de paix, de sécurité et de gouvernance. Ok, d'accord. Merci, je pense que notre spectateurs ont compris. Alors, Monsieur Dakono, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui fait qu'un pays peut tomber jusqu'à ce niveau, surtout dans le cas du Mali précisément. Merci pour cette question. Beaucoup de raisons peuvent expliquer la situation du Mali, d'autant plus que dans le cas particulier malien, on a l'impression que l'histoire se répète. 1968, 1991, 2012 et 2020. S'agissant de la situation de 2020, elle était prévisible. Donc c'est pratiquement une demi-surprise ce qui s'est passé le 18 août. Demi-surprise parce que on savait que cette situation d'ingouvernabilité qui perdurait dans le pays depuis des semaines, couplée à l'expression de la colère qu'on a vue le 5 juin, le 19 juin et le 10 juillet, c'était illustratif en fait d'une tension dans le pays. Et dans ce contexte de tension, il était prévisible que l'intervention d'hommes armés puisse être perçue comme sortir le pays de l'impasse. Donc c'était prévisible. Ce qui n'était pas prévisible, c'est la rapidité avec laquelle c'est intervenu. Donc c'est pourquoi je parle de demi-surprise. Mais pour comprendre la situation et voir comment on en est arrivé là, il est important de prendre en compte des éléments qui sont liés aux 8 dernières années, mais d'autres qui sont liés à la gouvernance du pays depuis la naissance de la Troisième République. Sur ce dernier point, on sait que la Troisième République est née dans un contexte de forte attente. En 1991, les Maliens sont sortis par milliers pour dénoncer la situation du pays. Et au terme des différentes sorties qui ont caractérisé la période 90-91, il y a eu une insurrection et un coup d'État. Et à la suite de ce coup d'État, une conférence nationale a été organisée au cours de laquelle les Maliens se sont parlé. Les Maliens ont estimé que pour sortir de cette situation et offrir de perspectives nouvelles et meilleures, il fallait instaurer un certain nombre de principes, dont la démocratie et le multipartisme intégral. Donc, c'est l'instauration de ce mode de gouvernance dans la conscience collective à l'époque, c'était pour permettre de mieux gérer la gouvernance, donc de lutter contre la corruption, de mieux favoriser l'accès de certaines catégories de personnes à certaines fonctions électives et nominatives. Donc, en gros, c'était apporter une gouvernance vertueuse, s'assurer que les citoyens participent au processus décisionnel. Des années plus tard, on a l'impression que ces attentes ont été déçues. Il y a une accumulation de frustration et de griefs contre ce nouveau système qui a été installé. Des griefs qui tournaient autour des questions électorales, des questions de justice, des questions d'accès aux services sociaux de base. Et plus tard, en 2012, comme je le disais, il y a eu cette seconde rupture, ou cette première rupture au niveau de la Troisième République de l'ordre constitutionnel, et qui a aussi généré de fortes attentes. Le président Ibrahim Boubacar Keïta en 2013 a été élu, comme je le disais en 92, dans un contexte de forte attente qui tournait autour de l'amélioration de la sécurité, parce qu'on était dans une situation sécuritaire précaire, l'amélioration de la gouvernance, donc lutter contre l'impunité, améliorer la justice, parce qu'il était perçu comme un homme de poigne qui était capable, avec l'autorité qu'on lui connaissait et qui le caractérisait, de prendre des décisions fortes et courageuses en matière de justice, et aussi le processus de paix. Mais des années plus tard, encore une fois, les gens sont tombés dans la déception face à cette élection. Donc pendant plusieurs années, on a eu des tensions au niveau social. Donc pratiquement tous les syndicats sont allés en grève, y compris les syndicats des secteurs les plus sensibles comme l'éducation, la santé et la justice. Au plan politique, il y a eu des tensions qu'on a observées au lendemain de sa réélection en 2018. Et plus tard, on a vu en avril 2019 des milliers de Maliens dans la rue réclamant le départ du Premier ministre.
C'était un premier signal fort de la rupture entre certains citoyens et les politiques et les institutions. Donc c'était un rappel pour placer l'histoire récente du pays dans un contexte qui est caractérisé au fil du temps par la rupture entre les institutions et les citoyens. Merci bien, M. Barroso. Mais il y a quelque chose qui me tracasse un tout petit peu. Quelque chose qui est prévisible jusqu'à ce point. Pourquoi on n'a pas pu anticiper les choses? Ben, on croit toujours anticiper en essayant peut-être d'abord de coopter les gens qui sont à la tête peut-être de la contestation. C'est-à-dire, on pense quand on est peut-être dans la position des pouvoirs publics, toujours changer les choses en changeant les hommes. Alors que ce que je disais tout à l'heure, la colère, elle était ambiante, elle était pratiquement généralisée. À Bamako, c'est vrai qu'il y a eu des manifestations, mais avant ces manifestations, quand on discutait avec les Maliens dans les rues, un Malien sur deux avait un grief contre la gouvernance et pointait du doigt la responsabilité directe du président de la République, Ibeka, sur cette question de gouvernance-là. Donc, dans un tel contexte, pour anticiper et prévenir la crise, la seule réponse qu'il fallait, c'était essayer de rassurer les Maliens sur la prise en compte de leur frustration, parce que de plus en plus, les gens sortaient, les gens manifestaient, mais ils avaient l'impression de ne pas être entendus. Voilà, donc la façon d'anticiper, de prévenir, c'était d'être à l'écoute de l'expression de cette frustration et aussi d'apporter parallèlement des solutions qui seraient perceptibles. Voilà. Alors, du coup, maintenant, le président, il est tombé. Les militaires, le samedi dernier, on a vu qu'ils ont essayé d'appeler les Maliens autour de la validation des thématiques de la concertation. Selon vous, est-ce que cela peut être bénéfique pour la sortie de crise? Je pense qu'il faut séparer deux, trois choses. La première chose, c'est euh, sortir d'abord les militaires dans l'impasse dans laquelle ils se trouvent. Parce qu'après les événements du 18 août, il y a un débat sémantique sur coup d'État, pas de coup d'État. La chose est que, quel que soit comment on va l'appeler, c'est qu'il y a une rupture dans l'ordre constitutionnel. Et cette rupture dans l'ordre constitutionnel a des responsables qui sont ceux qui se sont regroupés au sein du CNSP. Donc, le CNSP, dans le cadre de cette rupture vis-à-vis de l'opinion internationale et une partie de l'opinion nationale, a besoin d'avoir une certaine forme de légitimité, une certaine forme d'assise pour pouvoir opérer ou pouvoir mettre en œuvre d'abord assurer la continuité de l'État, mais plus tard mettre en œuvre les réformes qui présentent comme des vecteurs pour le changement. Donc, la première chose, comme je le disais, c'est est-ce bénéfique pour le CNSP? Donc, c'est beaucoup plus d'abord dans cette optique. Ensuite, après, est-ce bénéfique pour le pays? Je pense que ce qui serait bénéfique pour le pays aujourd'hui, c'est d'abord qu'on sorte de la confusion. Parce que depuis le 18 août, il y a une confusion pratiquement généralisée. Les gens se sont plaints au cours des 8 dernières années de ne pas avoir de visibilité et de lisibilité sur les actions de l'exécutif et peut-être des pouvoirs publics. Et l'impression aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas sorti de ça. C'est qu'on a l'impression qu'on découvre la veille ce qui va se passer le lendemain. C'est-à-dire, c'est le lundi, on sait ce qui va se passer mardi. Ce n'est pas très rassurant. Donc, ces concertations donc, avaient cet objectif double. D'abord, de conférer une certaine légitimité au CNSP, mais également d'avoir une visibilité sur ce qu'on doit faire et ce qui va être fait au cours de cette période de transition. Malheureusement ou heureusement, ça a été décidé d'être séquencé en deux parties. D'abord une partie de validation des termes de référence et puis plus tard les conversations proprement dites. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi si ces concertations en prélude qui ont lieu le samedi ont permis véritablement d'avoir des termes de référence à la hauteur de l'ambition des Maliens. Parce que chaque Malien aujourd'hui a une ambition par rapport à la transition. Et on doit pouvoir concilier ces attentes, ces ambitions-là pour faire de cette période de transition une période utile et une opportunité de sortie de crise. Si cet objectif a été atteint, oui. Mais s'il n'a pas été atteint, ce n'est pas exclu que les conversations qui vont avoir lieu cette semaine soient l'occasion de faire des débats qu'on aurait pu faire le samedi passé. Mais on parle de déni. Est-ce que la concertation nationale peut aller en parallèle avec le déni ou ils vont se contredire d'une manière ou d'une autre? Je pense qu'il ne faut pas fondamentalement opposer les deux. Même si les gens n'ont pas été d'accord sur l'approche méthodologique utilisée au cours du dialogue national inclusif, tout le monde est à peu près plus ou moins d'accord sur les conclusions. Et ces conclusions, moi je trouve qu'au-delà même du dialogue, étaient partagées par l'ensemble malien depuis des années.
Et d'ailleurs, la demande d'organiser un dialogue national était là depuis 2012, à la suite de la démission du président ATT. C'était une demande formulée par une partie de l'opinion nationale, dont des acteurs politiques et civils. Ça n'a pas pu être organisé et tout au long du premier mandat du président Ibeka, ça a été demandé et finalement ça a été accepté au lendemain de sa réélection en 2018. Tout le monde n'a pas participé, mais tout le monde estime plus ou moins que les résultats du dialogue reflètent l'analyse de la majorité des Maliens sur la situation du pays. Donc, dans ces conditions, on ne doit pas opposer les résolutions de ce dialogue-là à ces concertations. On doit plutôt utiliser ces concertations peut-être comme un moyen d'approfondir ou d'actualiser ou de mettre à jour, actualiser ou mettre à jour les conclusions de ce dialogue national-là et non une rencontre qui va révolutionner le pays et qui va dire des choses qui n'ont jamais été dites. D'accord, monsieur Dakono. Alors maintenant, parlons de la transition proprement dite. Parce que les Maliens, ils sont vraiment divisés sur ce sujet. Certains disent qu'il faut une transition militaire, d'autres disent qu'il faut une transition civile. Et même par rapport à la durée aussi, il y a des contradictions. Certains disent que les militaires doivent continuer pendant 3 ans, d'autres disent 1 an, 2 ans. On veut savoir vraiment l'avis de vous, les chercheurs, par rapport à cette question. Sur la première question, transition civile ou militaire, moi je pense que l'un des problèmes du pays, c'est justement l'approche binaire des choses. Depuis un certain temps, soit c'est oui, soit c'est non, soit c'est pour, soit c'est contre. Vous avez vu, l'exemple le plus parlant, c'est peut-être en 2018. On était soit dans du bois tabla, soit dans du bois cabla. Récemment, on était soit dans M5, soit contre M5. Et après, aujourd'hui, on est dans soit civil, soit militaire. Je pense que c'est vraiment pas utile d'être dans cette approche binaire-là. Il faut sortir de ça. Entre le oui et le non, il y a une multitude de possibilités. Il y a de bons civils comme il y a de mauvais civils. Il y a de bons militaires comme il y a de mauvais militaires. Donc la question, ce n'est pas tant est-ce qu'il faut un civil ou est-ce qu'il faut un militaire. La question, c'est qui peut réellement aujourd'hui fédérer les Maliens, créer un consensus et sortir le pays de cette période de confusion et de difficulté, comme je le disais tout à l'heure. Sur le second point, qui est la durée de la transition, je pense que là encore, on est en train d'inverser l'ordre du questionnement. Le questionnement, c'est d'abord qu'est-ce qu'on fait au cours de cette période-là. Et quand on a trouvé les solutions ou les réponses à ces questionnements, c'est en ce moment qu'on se dit, ben, OK, pour atteindre cet objectif, il faut tel nombre de temps. Je pense qu'il faut tirer aussi les leçons de ce qui s'est passé par le passé. Ce n'est pas la première fois, comme je le disais, qu'il y a une rupture dans l'ordre constitutionnel et qu'une période de transition s'ouvre. Récemment, en 2012, on a été dans la même condition et on a préféré organiser rapidement les élections et laisser le soin aux autorités qui seraient issues des élections d'organiser les réformes et d'initier des réformes et de les mettre en œuvre. Malheureusement, cela n'a pas pu se faire. Je pense qu'il faut tirer les leçons de ça. Peut-être on ne peut pas faire toutes les réformes, on ne peut pas faire répondre à toutes les attentes. Comme je le disais, les Maliens ont des attentes variées sur la transition. Absolument. Mais on peut faire en sorte que la transition aboutisse à l'organisation d'élections crédibles, transparentes et inclusives. Pour ça, quel temps cela va prendre? C'est ce temps qu'il faudrait accorder à la transition. Mais attention, tout en mettant en place un cadrage, parce qu'une transition n'a pas vocation à durer non plus. Et ce qui peut permettre de raccourcir la transition, c'est qu'il y ait un bon cadrage de tous les objectifs que je viens de citer. Est-ce que tout ça c'est facile parce qu'il y a d'un côté la CEDEAO qui est en train de faire la pression sur les militaires et de l'autre côté aussi les Maliens. Est-ce que ça ne va pas être très difficile? Je pense que vous touchez une question très importante parce que dans l'analyse aujourd'hui, l'une des dimensions que j'ai personnellement remarqué qui manque à l'analyse de la plupart des Maliens que j'entends, c'est le contexte régional et international. Quand on parle aujourd'hui de la sortie de crise de la transition, on l'aborde en oubliant que le pays lui-même se trouve dans un contexte régional assez compliqué et un contexte mondial aussi compliqué, caractérisé par la pandémie de la Covid, la question de récession économique. Voilà. On est dans un contexte régional et international compliqué. On doit en tenir compte. Et tenir compte, ça veut dire il faut être regardant sur les intérêts des uns et des autres, les possibilités des uns et des autres, parce qu'on ne peut pas véritablement sortir de cette période sans un accompagnement, sans un soutien de la part de tout le monde. Mais le plus important, c'est d'abord ce que les Maliens décideraient de faire de cette période-là et comment ils comptent fédérer d'abord au plan national toutes les parties prenantes, donc société civile, traditionnelle, religieuse, mais aussi les parties prenantes extérieures qui sont avec le pays depuis quelques années. N'oublions pas que le pays est aussi objet d'un fort engagement de la communauté internationale. Voilà. Donc oui, la question de la CEDEAO est importante, mais je pense que la CEDEAO aussi est dans une dynamique
de faire en sorte que le coup d'État ne soit pas encouragé. Ça aussi, c'est une vérité qu'il faut dire. C'est vrai qu'on peut estimer qu'un coup d'État permet ce coup d'État-ci, on peut à tort ou à raison estimer que ça sort le pays de l'impasse, mais on ne doit pas aussi être dans une situation où on penserait que les solutions pour chaque impasse seraient un coup d'État. Donc la CEDEAO aussi est dans ce rôle-là pour ne pas encourager, parce que si au terme du coup d'État, ceux qui l'ont fait sont promus généraux, deviennent présidents, deviennent etc., c'est encourager les coups d'État. Donc il est important pour ça aussi de ne pas ne pas encourager cette pratique-là. Et donc, il faut trouver l'équilibre entre l'impératif de faire en sorte que les coups d'État ne soient plus perçus comme un moyen de sortir le pays de l'impasse, mais tout en évitant au pays de sombrer. Parce qu'il y a certaines décisions de la CEDEAO, si elles sont appliquées sur la durée, 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est que le pays va sombrer. L'opinion nationale va se retourner contre les militaires. En notre sein même, les Maliens vont se retourner les uns contre les autres, entre les partisans de la CEDEAO et les non-partisans. Donc vraiment, ça peut être catastrophique, mais il est important de trouver l'équilibre. Et un des équilibres serait justement d'adopter un schéma qui met au premier plan de la transition un civil, qui serait secondé par exemple pour un militaire. Je crois qu'il y a des hommes politiques qui ont fait des propositions de ce type. Ce n'est peut-être pas les meilleures propositions, mais en discutant, on trouvera l'équilibre. Alors, mais est-ce que vous avez fait des propositions aux militaires, votre groupe? Non. Pour le moment, non. On n'a pas. Les propositions qu'on a eu à faire sont des propositions qu'on fait à travers des canaux comme le vôtre. Oui. Donc, des espaces comme le vôtre nous ouvrent leur micro. On fait nos propositions, mais on n'a pas de canal direct avec ni les militaires, ni quelques responsables que ce soit. D'accord, je pense qu'on aura l'occasion de discuter sur ça. Alors, maintenant, il y a une autre opposition au Mali. Il y a beaucoup qui pensent aujourd'hui qu'il faut un changement de la classe politique même qui a commencé les choses depuis 1991 jusqu'à maintenant et que ceux-ci ont vraiment failli à leur mission. Alors d'autres aussi disent vraiment qu'on ne peut pas aller sans cette classe politique. Quel est votre avis? 3 choses. La première, c'est que j'ai eu l'occasion de dire sur un autre plateau que la jeunesse n'est pas forcément une qualité. Je vais compléter en ajoutant que ce n'est pas non plus un handicap, parce que quand on parle de jeunesse, on parle soit de qualité, soit on présente ça comme un handicap en parlant d'expérience, tout ça. Je pense que fondamentalement, la jeunesse, ce n'est ni une qualité ni un handicap. C'est juste une période de la vie d'un homme. Le deuxième élément, c'est qu'il est difficile quand même de dire qu'on va construire un pays avec une catégorie. Je crois que dans un pays, il y a toutes ces catégories. Dans un pays, il y a des femmes, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des moins vieux, il y a des enfants. Voilà. On ne peut pas dire qu'on va exclusivement construire un pays avec une catégorie et surtout en le disant contre une autre catégorie. Ouais. C'est-à-dire que ça ne doit pas être jeune contre vieux. C'est une opposition. Voilà. S'il n'y a pas dans une forme d'opposition, je pense que toutes les forces vives de la nation doivent participer à la construction du pays. Maintenant, l'exclusion ne sera pas sur la base de l'âge, mais l'exclusion peut être sur la base de la probité, sur la base de la moralité, sur la base de l'engagement patriotique. Voilà des critères sur lesquels, encore une fois, les Maliens peuvent se mettre d'accord. Je ne vais pas avoir la prétention de déterminer les critères qui doivent prévaloir dans le choix des hommes. Je pense que les Maliens sont assez avisés pour le faire, mais je pense que ces critères ne doivent juste pas tourner autour de la question catégorielle, femmes, hommes, jeunes, vieux, mais beaucoup plus sur les valeurs qu'incarnent ce que les Maliens veulent. Alors, la jeunesse malienne, ils ont joué un grand rôle cette fois-ci. On a remarqué à travers les médias et sur les rues dans les rues de Bamako. Alors, est-ce que on peut dire que la jeunesse commence à devenir vraiment consciente? Je ne suis pas sûr que ce soit inédit. La première république, donc l'indépendance 1960, a été construite par des jeunes. Parce que les gens pensent très souvent que la République du Mali est née en 1960. 1960, en fait, c'est l'aboutissement d'une lutte qui a commencé depuis 1946. Et ceux qui ont commencé cette lutte en 1946, ils avaient moins de 30 ans à l'époque. Le plus âgé, je crois que c'était Feu Mamadou Konaté, qui n'avait même pas 35 ans à l'époque. Donc voilà, ils ont commencé cette lutte-là qui a abouti d'abord à la naissance de la République soudanaise, membre de l'Union française, en 1958. Puis plus tard, en 1959 et en 1960, à l'indépendance de la République du Mali. Et même là, en 1960, qui peut être considéré comme l'aboutissement de leur lutte pour l'indépendance, ils n'avaient pas 45 ans. Donc, c'était des jeunes dans le contexte malien.
La Deuxième République, les responsables du Comité militaire de libération nationale, CMLN, ils avaient quoi? La moyenne d'âge, c'était 28 ans. Oui. Et d'ailleurs, l'une des personnalités les plus influentes de l'époque, d'un point de vue sécuritaire, qui était Tchekoro Bakayoko, du temps de son mandat à la tête de la sécurité, jusqu'à son arrestation, à sa mort, il n'a pas eu 45 ans. Pour vous dire la jeunesse avec laquelle il est intervenu dans les affaires. Oui. En 1991, les acteurs du mouvement qui a conduit à la chute du président Moussa Traoré étaient pour la majorité des jeunes, que ce soit les syndicats, que ce soit au niveau des élèves et étudiants, que ce soit au niveau des mouvements démocratiques, signé d'associations d'abord, puis Adema Association, c'était pour la plupart des jeunes. Et l'exemple le plus frappant, c'est que le candidat qui est arrivé troisième à l'élection présidentielle avait 35 ans à l'époque. Donc l'histoire du pays a été toujours marquée par des jeunes. Donc 2020, ce n'est pas un fait inédit dans cette histoire. Merci, M. Dakono. Alors, M. Dakono, nous arrivons vers la fin de cette émission. Alors, la question que j'aimerais vous poser, ou la demande que je vais formuler, ça, c'est votre message de vérité à la nation. Le message de vérité à la nation, c'est de se départir de 3 tyrannies. La première tyrannie, c'est celle de l'urgence. Depuis de nombreuses années, dans ce pays, on est tyrannisé par l'urgence. Tout est devenu urgence. La tyrannie a été tellement forte que on a l'impression que tout est devenu des cases à cocher pour avancer. Ah oui, ça, on doit le faire. Oui, faisons ça, avançons. Faisons ça, avançons. C'est contre-productif. La deuxième tyrannie de laquelle on doit se départir, c'est celle de la tentation du copier-coller. Aujourd'hui, tous les schémas que j'entends sont des schémas qui ont été produits ailleurs, qu'on veut reproduire au Mali, que ce soit au niveau de la CEDEAO, que ce soit même au niveau interne de la part de certains acteurs politiques maliens. Soit on est tenté de reproduire le schéma de 1991, soit celle de 68. Donc dans tous les cas, on est tenté de faire du copier-coller. Il est important de considérer ce qui s'est passé ailleurs ou ce qui s'est passé dans notre pays comme des exemples qui doivent guider au choix du schéma actuel et non de reproduire le même schéma. La troisième tyrannie et dernière de laquelle je pense qu'il est important de se départir, c'est celle de vouloir forcément catégoriser de façon binaire en pour ou contre. Je pense que c'est contre-productif et ça rappelle le fait de vouloir sortir de la pensée unique. Donc pour résumer, je dirais la tyrannie de la pensée unique. Aujourd'hui, chaque Malien a sa façon de concevoir, de voir le problème, de l'analyser et de proposer ses solutions. On ne doit pas être tenté de réduire les pensées contraires ou contradictoires à une certaine forme d'opposition, mais beaucoup plus de confrontation d'idées, de culture de débat, de réflexion collective. Voilà mon dernier mot. Ok, merci bien, M. Dakono. Mesdames et messieurs, merci à vous aussi de nous suivre depuis chez vous. On était avec M. Dakono, chercheur. Alors, nous vous remercions et on se dit à la prochaine fois.